Nos ancêtres nous verraient comme des sorciers, capables de créer des images de nulle part et de communiquer instantanément à travers le monde. Et nous, que penserions-nous des enfants de nos enfants? Nous les verrions comme des dieux. Aujourd'hui, je voulais vous partager l'une de mes interviews préférées. Elle est consacrée à l'un des esprits les plus brillants de notre époque, le docteur Michio Kaku, physicien théoricien de renommée mondiale et cofondateur de la théorie des cordes. Ses travaux révolutionnaires en physique théorique ont contribué à notre compréhension fondamentale de l'univers. Michio Kaku est l'auteur de nombreux best-sellers dont Physics of the Future et The Future of Humanity que je vous conseille. Son talent unique pour vulgariser les concepts les plus complexes de la physique moderne en fait l'un des communicants scientifiques les plus influents de notre temps. Dans cette interview, le Dr Kaku nous emmène dans un voyage vertigineux à travers les questions les plus profondes de notre existence. Vivons-nous dans une simulation comme Matrix que nous réserve l'avenir avec l'intelligence artificielle? Comment l'humanité pourrait-elle coloniser l'espace? Vous êtes sur le point d'explorer les frontières de la science avec l'un des plus grands visionnaires de notre époque. Bon visionnage. Quand les gens regardent le film Matrix, ils se demandent si ce n'est vraiment qu'un film. Peut-être sommes-nous des marionnettes, dansant dans un monde où quelqu'un tire les ficelles. Peut-être que quelqu'un a appuyé sur le bouton play pour que l'univers se déploie, puis sur stop pour que tout s'arrête. Est-ce possible? Je pense que non, car la mécanique quantique nous offre différents univers alternatifs. Cette théorie du multivers est donc invérifiable, car on ne peut pas être certain que la mécanique quantique puisse créer tous ces différents types d'univers. Ces univers seraient fictifs et auraient été écrits à l'avance. En d'autres termes, c'est une théorie invérifiable, et je pense personnellement qu'elle viole aussi la mécanique quantique et le principe d'incertitude. La théorie de la matrice est une théorie sans mécanique quantique, c'est une théorie de type newtonien. L'univers n'est pas newtonien, mais quantique, et c'est pourquoi je pense que nous ne vivons pas dans une matrice. Cette conversation n'était pas prédestinée. Imaginez qu'un jour vous puissiez rencontrer votre ancêtre qui vivait il y a quelques centaines d'années. Si vous lui parliez d'avions, de fusées et d'ordinateurs, il vous prendrait pour un fou. Des images venues de l'éther, un voyage vers la Lune, des ordinateurs qui calculent 1 million de fois plus vite que le cerveau humain, nos ancêtres penseraient que nous vivons dans un monde de science-fiction, un monde de trains, de fusées et de bombes atomiques. Ils penseraient que tout cela est impossible. Alors, si nous devions rendre visite à nos arrière-petits-enfants dans quelques centaines d'années, que penserions-nous d'eux? Nos ancêtres nous verraient comme des sorciers, capables de créer des images de nulle part et de communiquer instantanément à travers le monde. Et nous, que penserions-nous des enfants de nos enfants? Nous les verrions comme des dieux. En d'autres termes, le monde du futur est un monde semblable à la mythologie, un monde de dieux. Nos arrière-petits-enfants vivront dans un monde où nous pourrons contrôler la vie. Ils pourront contrôler la matière et l'énergie, des choses impossibles aujourd'hui, mais qui sont les jouets des dieux. On me demande souvent, si vous êtes scientifique, prédisez l'avenir. Je ne sais pas exactement,
mais je pense que nous pouvons faire des suppositions éclairées, car nous connaissons la trajectoire de la physique et de la chimie. Nos ancêtres vivaient dans un monde de magie et de sorcellerie, sans règles ni équations pour les guider, mais aujourd'hui nous avons les principes, les équations et le cadre théorique. Cela ne signifie pas que nous pouvons prédire l'avenir avec précision, mais nous pouvons faire des hypothèses intelligentes. Par exemple, nous savons que les ordinateurs seront quantiques. Par conséquent, ils seront des millions de fois plus puissants que ceux d'aujourd'hui, et l'intelligence artificielle pourrait devenir une réalité. Nous pourrions alors exister dans un monde où l'intelligence artificielle est la norme. Le monde numérique est déterministe et newtonien. Mais un ordinateur quantique existe dans un monde de mécanique quantique, dans un monde d'état infini. Et ces ordinateurs existent déjà. Ils ne sont pas encore prêts pour une utilisation généralisée, mais ceux que nous avons construits sont des millions de fois plus puissants que n'importe quel ordinateur numérique actuel. Le problème est qu'ils ne peuvent traiter qu'un problème à la fois. Ils ne sont pas polyvalents, comme un ordinateur numérique qui peut additionner, soustraire et faire plusieurs choses simultanément. Un ordinateur quantique ne peut effectuer qu'une seule opération quantique à la fois, mais ils sont en principe des millions de fois plus puissants que n'importe quel ordinateur numérique. Beaucoup pensent que c'est là que réside l'avenir. Des ordinateurs quantiques millions de fois plus puissants que votre ordinateur de bureau actuel. Je pense que dans 100 ans, nos descendants vivront comme les dieux grecs de l'Antiquité. Ils pourront manipuler la matière, l'énergie et la vie elle-même, d'une manière que nous considérerions comme magique. Nous pourrons manipuler notre génome, alors qu'aujourd'hui, nous ne pouvons le faire qu'un gène à la fois. À l'avenir, nous pourrons peut-être manipuler notre génome dans son ensemble, pas seulement un gène à la fois, et ainsi modifier le cours de la vie elle-même. Au lieu d'utiliser cette technologie uniquement pour guérir et soigner des maladies, nous pourrons nous modifier nous-mêmes pour peupler l'univers. En d'autres termes, nous pourrions finalement changer le destin de l'espèce humaine elle-même. Par exemple, si nous colonisons Mars, il faut réaliser que Mars a un champ gravitationnel, une atmosphère et une température différents. Au lieu d'essayer de réadapter Mars, pourquoi ne pas nous réadapter nous-mêmes pour survivre dans ces environnements à travers l'univers ? Donc au lieu de considérer les planètes comme des environnements hostiles, pourquoi ne pas nous modifier pour pouvoir y survivre ? C'est de la science-fiction, mais c'est possible. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand je parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA.
J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. L'une des grandes frontières est le cerveau humain, qui a été tout au long de l'histoire essentiellement une boîte noire. Nous commençons à comprendre qu'il existe des analogies mécaniques au processus de pensée, et nous réaliserons finalement que le cerveau est en partie quantique. C'est là qu'interviennent les ordinateurs quantiques, qui existent déjà et qui, d'une certaine manière, calculent de façon similaire à ce que ferait le cerveau humain s'il était quantique. Nous entrons donc dans une nouvelle ère où nous pourrons nous transformer nous-mêmes. Cela signifie que la question de l'immortalité est sur la table. Il existe deux types d'immortalité, l'immortalité numérique et l'immortalité organique. L'immortalité numérique consiste à créer un clone mécanique de vous-même qui possède la plupart de vos souvenirs, schémas de pensée et votre apparence. La première génération de ces immortels numériques existe déjà. Nous créons une image de vous qui bouge et parle, et vous interagissez avec cette image qui accède à un enregistrement contenant toute votre biographie. Cela a été fait avec William Shatner, célèbre pour Star Trek, qui a été interviewé pendant plusieurs jours sur sa vie, ses idées, ses pensées et son histoire. Tout cela a été intégré dans une image de lui qui vivra éternellement. C'est l'immortalité numérique, quelque chose qui est réalisable aujourd'hui, même si c'est encore plutôt primitif. Mais il est possible d'atteindre l'immortalité numérique pour que vous puissiez avoir une conversation avec vos arrière-petits-enfants au sujet de la vie au XXIe siècle. Nous parlons donc de mettre le cerveau dans un ordinateur ou un ordinateur dans le cerveau, les deux devenant essentiellement la même chose, et c'est tout à fait possible. Bien sûr, il faudrait des siècles pour y parvenir, mais c'est possible, nous pouvons déjà connecter le cerveau humain à un ordinateur portable et faire exécuter à l'ordinateur portable de nombreux schémas considérés comme humains. Cela a été développé car de nombreux soldats blessés en Afghanistan et en Irak ont poussé l'armée américaine à en faire une priorité. L'objectif était de permettre à ces héros de guerre de contrôler un ordinateur pour pouvoir marcher et parler, accomplir de nombreuses fonctions humaines, même s'ils sont paralysés. C'est un progrès actuel. Il est possible d'interfacer le cerveau humain avec un ordinateur portable qui peut à son tour contrôler vos mouvements. Cela a été démontré aux Jeux Olympiques de Sao Paulo au Brésil il y a quelques années, avec un homme totalement paralysé. Il a été placé dans un squelette numérique connecté à son cerveau, ce qui lui a permis de se lever et de marcher. Bien que totalement paralysé, il pouvait, par la pensée, contrôler l'exosquelette qui lui permettait de marcher. Il a ainsi donné le coup d'envoi de la Coupe du monde de football à São Paulo, au Brésil, malgré sa paralysie totale. C'est ce qui existe aujourd'hui, mais dans le futur, nous pourrions devenir des surhommes ou des surfemmes. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au premier stade. Nous pouvons seulement redonner le don du mouvement aux personnes paralysées. À l'avenir, nous pourrons peut-être leur donner des super mouvements, c'est-à-dire la capacité de créer et de déplacer des choses que seul un robot pourrait faire. Ces personnes deviendraient alors surhumaines.
Une possibilité est que ces surhumains colonisent Mars et commencent à coloniser l'univers grâce à leur physique surhumain. Je pense que cela sera possible d'ici environ 100 ans. Imaginons maintenant dans 1000 ans, comment pourrions-nous explorer l'univers? Je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons nous numériser, transformer notre processus de pensée en logiciel. Nous pourrons mettre ce logiciel dans une fusée et l'envoyer à travers l'univers. Une fois que la fusée atterrit sur la Lune, elle se connecte à un exosquelette, vous permettant ainsi de le contrôler sur la Lune. On pourrait également envoyer ces exosquelettes à travers l'univers et ainsi l'explorer mentalement en projetant notre conscience partout. Pouvons-nous créer une machine dotée de conscience? Cela dépend de comment vous définissez la conscience. Il n'existe pas de théorie unifiée de la conscience actuellement. Cependant, je pense qu'il est possible de créer un objet capable d'évaluer sa position, de comprendre sa localisation et sa place dans l'univers, et d'engager des conversations. Est-ce de la conscience? Je ne sais pas. Il n'existe pas de définition universellement acceptée de la conscience. Consultez un dictionnaire, cherchez le mot « conscience » et vous verrez qu'il n'y a pas d'accord uniforme sur sa définition. Mais je pense qu'à l'avenir, il sera possible de créer une machine consciente d'elle-même, de son environnement, des autres, et capable de communiquer, de poser des questions et d'interagir avec d'autres êtres. Je pense que c'est possible. Les physiciens ont étudié l'espace pour comprendre à quoi pourraient ressembler les technologies et civilisations extraterrestres. Une théorie les classe en type 1, type 2 et type 3. Une civilisation de type 1 est une civilisation qui maîtrise toute l'énergie planétaire. Il contrôle tout ce qui est planétaire, capte toute la lumière du Soleil, contrôle les tremblements de terre, les volcans, tout sur la planète Terre. Le type 2 ne se contente pas de la puissance d'une planète. Ils exploitent aussi la puissance du Soleil. Ils ne se contentent pas de bronzer, ils contrôlent le Soleil. Toute la production du Soleil est utilisée dans leurs machines. On voit cela dans la science-fiction. Star Trek et la Fédération des planètes seraient une civilisation de type 2. Le type 3 est galactique. Ils parcourent les voies spatiales de la galaxie et peuvent manipuler les trous noirs. Star Wars représente une civilisation galactique. Ce serait le type 3. La question suivante est alors, et s'ils nous rendaient visite, sont-ils de type 1, de type 2, de type 3? Une civilisation de type 1 peut simplement coloniser quelques planètes dans leur secteur proche du système solaire. Les soucoupes volantes ne viennent donc probablement pas d'une civilisation de type 1. Une civilisation de type 2 commence à comprendre la nature des étoiles. Cependant, même les étoiles ne permettent pas d'approcher la vitesse de la lumière nécessaire pour traverser l'univers. Un type 3, en revanche, peut vous permettre d'accéder à l'énergie de Planck, l'énergie ultime de l'univers. L'énergie de Planck est l'énergie à laquelle l'espace lui-même devient instable. Si vous mettez l'énergie de Planck dans un four, des bulles commencent à se former. Ce sont des anomalies dans l'espace-temps qui apparaissent et disparaissent. C'est ce qu'on appelle la mousse spatio-temporelle, théorisée par Stephen Hawking.
La mousse spatio-temporelle se produit quand vous chauffez un four à micro-ondes à des températures énormes, au point que l'espace devient instable. Et si vous dépassez l'énergie de Planck, des univers peuvent commencer à apparaître. En d'autres termes, cela pourrait être l'origine du Big Bang. Le Big Bang lui-même était une bulle qui a atteint l'énergie de Planck, puis a commencé à grandir pour donner le Big Bang que nous connaissons aujourd'hui. Cela serait probablement l'apanage d'une civilisation de type 3, qui pourrait alors l'utiliser comme une passerelle. Un problème avec les civilisations est qu'elles peuvent avoir tendance à s'autodétruire. Il existe essentiellement 4 façons dont une civilisation de type 1 peut s'autodétruire: les armes nucléaires, la guerre bactériologique, le réchauffement climatique et l'intelligence artificielle. Vous considérez l'intelligence artificielle comme une puissance de destruction? Elle possède la puissance de toute la technologie de l'humanité et, mal utilisée, ces technologies pourraient être autodestructrices. Il existe donc 4 façons dont une civilisation peut s'autodétruire en utilisant sa propre technologie. J'ai tendance à être optimiste dans le sens où la plus petite unité d'histoire est la décennie. Quand on regarde l'histoire année par année, c'est très déprimant. Des catastrophes surviennent, des gouvernements tombent, mais quand on regarde l'histoire siècle par siècle, on commence alors à réaliser, mon Dieu, il y a à peine 200 ans, nous avions la révolution industrielle. Nous travaillions avec la vapeur. Nous utilisions pour la première fois des machines au lieu de nos mains pour créer des choses. Je pense donc que lorsqu'on regarde l'histoire à travers le prisme de la science et des siècles, on réalise que l'histoire a une direction. Cette histoire va vers la démocratisation, vers la diffusion de technologies qui peuvent nous soulager du travail physique pénible. Bien sûr, le développement est inégal, mais la direction est claire. La technologie nous a donné la capacité de communiquer, de partager les connaissances, et c'est ce qu'Internet a fait. Internet a démocratisé la société mondiale au point que des gens qui normalement auraient été oubliés dans un village et seraient morts sans nom. Ces personnes peuvent maintenant communiquer, apprendre, échanger avec des gens du monde entier, car elles réalisent que leur gouvernement n'est pas obligé d'être ainsi. Si leur gouvernement est répressif, sur Internet, ils peuvent voir qu'il existe des gouvernements qui ne le sont pas. Et donc ils veulent le changement. En d'autres termes, je pense que le progrès a une direction. Je ne suis donc pas d'accord avec ceux qui disent que la science n'a pas de direction, que la science peut être utilisée pour détruire le monde ou pour libérer, mais qu'elle n'a pas de direction. Je pense que la science a une direction, et cette direction est celle de la démocratisation. Vers le partage des fruits de cette technologie, ce qui ne s'est pas produit dans le passé. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de hauts et de bas, de guerres et de problèmes. Mais quand on regarde l'histoire décennie par décennie, siècle par siècle, on réalise qu'il y a une direction à l'histoire. Le temps est comme une rivière. Il coule dans une direction et semble être irréversible. Cependant, Einstein arrive et dit non, le temps est une rivière qui a des tourbillons. Elle peut peut-être se diviser en 2 rivières. En d'autres termes, la rivière du temps est dynamique. Ce n'est pas juste une rivière qui se déplace dans une direction. Mais alors la question suivante est, si la rivière du temps peut être modifiée, peut-on remonter dans le temps ? Stephen Hawking s'est penché sur cette question et a dit qu'il pensait qu'avec les trous de verre, on pourrait aller vers l'avant dans le temps,
mais pas nécessairement vers l'arrière, en utilisant les trous de verre comme passerelle vers une autre époque. Quel était son argument? Son argument était que si vous reculez dans le temps, puis avancez, puis reculez à nouveau, vous formez une boucle. Cette boucle vous permet d'accumuler de l'énergie jusqu'à ce qu'elle explose, et donc votre machine à voyager dans le temps explose. C'était l'argument de Stephen Hawking contre le voyage dans le temps. Mais il y a une faille dans cette théorie. Si vous ne faites qu'un seul passage, au lieu d'un nombre infini de passages accumulant de l'énergie jusqu'à ce que la machine explose. Si vous ne faites qu'un seul passage, alors peut-être n'avez-vous pas ce problème d'univers qui explose, et vous pouvez remonter dans le temps. C'est bien sûr encore de la science-fiction, mais les mathématiques semblent indiquer que si vous faites un seul passage en arrière dans le temps, vous pouvez le faire si vous avez assez d'énergie. Quelle quantité d'énergie? L'énergie de Planck, 10 puissance 19 milliards d'électronvolts. C'est un suivi de 19 zéros. C'est l'énergie peut-être d'une machine à voyager dans le temps, l'énergie de Planck.